J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on est accompagné de Laura. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Eh ben, écoute, je vais très bien. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente. C'est mon premier podcast. Ah, Donc, j'inaugure avec toi. trop contente. Est-ce que du coup, moi je te connais depuis quand même déjà pas mal de temps, mais est-ce que tu peux te présenter et expliquer un peu qui tu es, comment tu t'es lancée, etc. Alors, je m'appelle Laura. Je vais avoir 30 ans cette année. Le cap des 30 ans, il arrive. Je suis mariée, j'ai un enfant. Et du coup, moi, donc, du coup, je suis sur les réseaux sociaux sous le nom de The Bright Side, principalement. Et maintenant, j'ai aussi mon profil professionnel qui est sous le nom de Your Bright Side. Donc, moi, j'ai fait plus jeune une école de communication, mais avant ça, j'étais en fac de langue parce qu'à la base, je voulais devenir prof d'anglais, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je me suis très vite rendu compte en fait que le milieu scolaire, ça allait pas me convenir, donc du coup, je me suis redirigée en école de communication, donc l'EFAP, qui s'appelait avant l'École française des attachés de presse. Donc du coup, j'ai fait 2 ans pendant mon stage de fin d'études qui devait durer 6 mois, qui a duré 6 mois. Je me suis rendu compte en fait que j'allais avoir beaucoup moins de tâches à faire que ce qu'on m'avait promis. Et en fait, tous les matins, en fait, j'avais terminé ma to-do list de la journée. Et ma maître de stage m'a dit, bah, tu sais quoi, profite de ton après-midi, t'es là, mais travaille sur tes projets perso, fais ton mémoire de fin d'études. Donc j'ai bossé sur mon mémoire et en fait, au bout d'un moment, j'avais plus rien à faire. Et c'est là que j'ai décidé de lancer mon blog, donc en novembre 2015, donc du coup qui s'appelle The Bright Side. Donc il y a un blog sur les loisirs créatifs, puisque c'est ma grande passion depuis toujours. Donc j'ai lancé ce blog et après bah, j'ai travaillé dessus pendant quasiment 6 mois pendant mon stage. En fait, toutes mes après-midi de stage, c'était pour bosser sur mon blog, donc c'était plutôt chouette pour développer ce projet. J'ai été diplômée en juin 2016. Et en fait, c'est posé la question, bah voilà, maintenant il faut que je bosse. Qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, mon compagnon était pompier à Paris et il faisait beaucoup d'allers-retours. On s'est dit, bah tu sais quoi, on va aller s'installer à Paris. Moi, en plus, enfin, milieu de la communication, c'est vraiment l'idéal. Il y a plein de portes différentes qui peuvent s'ouvrir pour moi à Paris. Et le problème, c'est qu'étant donné qu'il était pompier, on était soumis au logement attribué en fait via son travail. Donc en fait, on s'est installé à Paris seulement en février 2017, mais sans savoir, en fait, tous les jours, ça pouvait être, bah, vous pouvez emménager aujourd'hui. Donc en fait, on pouvait pas se projeter. Moi, je pouvais pas me projeter dans me lancer dans un boulot à Saint-Étienne, parce que du coup, je suis de Saint-Étienne. Donc en fait, pendant voilà ce temps-là, juste de la partir de mon diplôme jusqu'en février 2017, j'ai continué à bosser sur mon blog. J'ai eu mes premières collaborations avec des marques, donc à l'époque des partenariats avec de la dotation produit, étant donné que j'avais pas de statut. Et puis du coup, en arrivant à Paris en février 2017, j'ai commencé à déposer des CV donc pour bosser en tant qu'attaché de presse. Donc, bah, on connaît, hein, j'ai posé une cinquantaine de CV, j'ai eu une dizaine de réponses. Et puis, j'ai eu des entretiens qui étaient parfois positifs. Et en fait, j'ai très vite paniqué parce que je me suis dit, mais en fait, est-ce que je suis fait pour le monde du salariat? Parce que ça me fait un peu peur, tout ça. Les messages n'étaient pas forcément très bienveillants parce que comme, voilà, à Paris, il y a plein d'opportunités, mais il y a aussi plein de monde. Donc, Oui. on te fait vite comprendre que si ça sera pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, si tu n'acceptes pas que voilà, il faut travailler tard en soirée, parfois les samedis, surtout dans le milieu de l'événementiel, attaché de presse, c'était beaucoup ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait me mettre à mon compte parce que mon blog commençait à bien fonctionner. Enfin, en tout cas, j'avais de plus en plus de collabs à ce moment-là. Et donc, entre le moment où j'ai eu cette réflexion de me dire que j'allais me mettre à mon compte et le moment où je me suis mis à mon compte, il y a eu environ 6 mois. Je me suis mis à mon compte en septembre 2017. Et entre-temps, j'avais ouvert une chaîne YouTube parce que dans ma petite stratégie, je me suis dit, alors attends, le blog, c'est peut-être pas assez, donc on va ouvrir une chaîne YouTube. Donc j'ai ouvert en juin 2017 une chaîne YouTube, surtout qu'en plus, moi, j'étais hyper consommatrice de ce genre de format. Donc j'avais bien envie de faire un petit peu pareil, donc je me suis lancée. Et donc je me suis lancée en septembre 2017, mais je me suis très vite rendu compte que j'étais pas quand même une grosse influenceuse, même si à l'époque, j'avais 30 000 visiteurs uniques sur mon blog, qui était super bien, mais c'était quand même pas suffisant pour se dégager un SMIC tous les mois. Donc au final, c'est là que j'ai lancé mon premier business d'atelier créatif. Et en fait, toutes les agences auxquelles j'avais postulé pour bosser chez elles, et ben finalement, j'ai travaillé avec elles, mais en tant que prestataire, parce que j'ai animé des ateliers créatifs dans les événements influenceurs. Donc dès qu'il y avait une soirée influenceur pour lancer un nouveau produit, etc., les marques, elles avaient envie qu'il y ait un peu une activité un peu sympa. Et puis les loisirs créatifs, ça a toujours plu. Donc il y avait l'atelier Do It Yourself que j'animais. Donc très vite, j'ai pu me faire, alors pas un SMIC, mais j'étais à 800 euros par mois, ce qui était pas mal quand on se lance, parce que enfin, souvent ça met du temps. Et donc j'ai fait ça pendant un an.
puisque 1 an plus tard, mon compagnon a de nouveau il a eu une place dans notre région d'origine, donc dans la Loire en tant que pompier. Donc, on a redéménagé à Saint-Étienne. Donc, premier changement de business pour moi, parce que autant te dire qu'à Saint-Étienne, les influenceurs, il n'y en a pas énormément. Donc, les soirées influenceurs, ça n'existe pas. J'ai Ouais. continué pendant un petit moment à faire des allers-retours à Paris, pour animer ces ateliers. Et en fait, au bout d'un moment, c'était vraiment trop fatigant. Et puis ça, il y avait du coup des frais qui se rajoutaient, les frais de déplacement, les frais d'hôtel. Et en micro-entreprise, on peut pas déduire nos frais. Donc ça devenait pas très intéressant pour moi. Et c'est là où du coup j'ai commencé à un peu repenser mon business. Et donc j'ai continué les ateliers créatifs, mais cette fois-ci pour les particuliers. Donc en tant que dans les magasins de bricolage et dans les gros salons qu'il y avait en France. Et à côté de ça, j'ai commencé à travailler en marque blanche pour les marques avec lesquelles je travaillais pour mon blog. Donc en fait, j'avais déjà un portefeuille de clients. Et au moment où je me suis dit, en fait, je vais leur créer des contenus pour eux, leur réseau, j'avais déjà ma petite base de données et j'ai eu juste en fait à envoyer un petit mail en disant, si jamais vous avez besoin de renfort, je suis là. Moi, je fais de la rédaction web, des tutoriels, je fais de la photo, je fais de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à cumuler en fait les casquettes au fur et à mesure, jusqu'à en mars 2020, la pandémie qui arrive. Donc, plus d'ateliers créatifs. Et j'ai eu de la chance à ce moment-là, parce qu'en fait, j'ai eu un premier contrat de community management. Donc, en fait, ça a pris le relais, mes ateliers créatifs. Donc, toujours pour une marque de loisirs créatifs. Donc, j'ai commencé à gérer tous les réseaux sociaux de la marque, plus m'occuper de leurs influenceurs. Donc, je fais aussi beaucoup de marketing d'influence. J'envoie les colis aux influenceurs, tout ça. Et j'ai fait ça en mars 2020 pendant quasiment 2 ans. Et en janvier 2022, je me suis un peu fait rattraper par ma passion, par le partage en fait. Mm. Moi, quand je me suis lancée sur mon blog, j'étais la première à partager un peu mes petits tips, comment je faisais ça et ça. J'adorais parler avec d'autres blogueuses et leur expliquer comment elles pouvaient améliorer leurs trucs et tout. Enfin, j'ai jamais été dans la rétention d'infos parce que moi, je pars du principe qu'on a toute notre touche personnelle et que c'est pas parce qu'on a les mêmes infos que on va se faire rattraper. Il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, je commençais à avoir cette même démarche-là pour l'entrepreneuriat. Il y avait plein d'entrepreneurs autour de moi qui voulaient lancer des ateliers créatifs ou qui voulaient travailler avec les marques. Et puis, je commençais à leur donner des conseils et je me suis dit, en fait, attends, je vais peut-être me lancer dans la formation. Donc, j'en ai parlé dans une vidéo YouTube en disant, je pense que je vais lancer en 2022 des accompagnements. Et en fait, j'ai eu besoin d'en parler dans une seule, peut-être 2 vidéos YouTube. Et j'ai été complète sur toute l'année 2022 pour mes accompagnements individuels. Ok. Donc le rêve, tu vois, donc j'étais trop contente. Et là, on arrive à aujourd'hui où j'ai toutes ces casquettes. Donc j'ai la casquette influence avec mon blog et ma chaîne YouTube. J'ai toujours la casquette création de contenu et community management un petit peu qui est un peu ce qui me permet d'avoir un revenu fixe tous les mois un peu sécuritaire. Et maintenant, j'ai la casquette un peu de mentor, pas coaching parce que je suis pas coach certifié, mais où j'accompagne des entrepreneurs qui font qui veulent un peu avoir le même parcours que moi. C'est trop cool. Tu as vraiment, en fait, le profil de l'entrepreneur. Alors, je dis pas qu'il y a des faux entrepreneurs, mais toi, tu Ouais, as vraiment le profil de la vraie entrepreneur parce qu'en fait, on va quand même résumer un petit peu. Un entrepreneur, c'est le fait de réussir à rebondir face à une situation. ouais. Ta vie, en l'espace, elle est incroyable. Je suis Ouais, j'ai testé plein de business. Il pas. fallait que je m'adapte, quoi. Donc, Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Franchement, tu as eu cette fibre, tu sais, de l'entrepreneuriat, de OK, maintenant on fait quoi? OK, et après, ouais, il se passe quoi? J'adore. Mais du coup, au milieu de tout ça, du coup, ouais, il y a quand même beaucoup de créativité au milieu toujours. dans Ouais. ta personnalité, dans ton travail, etc. Pourquoi le DIY? Comment, en fait, ça t'a permis, ou ça te permet encore aujourd'hui, ou d'exprimer ta personnalité, ou de mettre tout ça en avant? Parce que c'est vrai que c'est vraiment très, très niché. Ouais. Euh, et c'est fait exprès, je le sais, mais tu vas un peu nous en parler après. Mais du coup, pourquoi le DIY? Alors déjà parce que c'est une passion que j'ai depuis toute petite. En fait, j'ai tout simplement utilisé ma passion pour en faire mon métier. Depuis toute petite, j'étais la gamine qui à Noël demandait des kits créatifs de peinture, de poterie, de plâtre, etc. Donc c'est vraiment un truc que moi j'ai toujours eu, la fibre créative, les cours de poterie et tout. C'est toujours un truc que j'ai adoré. Et en fait, donc quand j'ai lancé mon blog pour la première fois, euh, c'était en fait comme une évidence. Moi, chez moi, j'avais ma décoration dans ma chambre, c'était tout du fait maison parce que parfois dans les magasins, ils se touchaient un peu, c'était un peu cher. Donc je me suis dit, je vais refaire ça à petit prix.
Et donc, en fait, quand je me suis lancée, c'était une évidence pour moi que j'allais partager sur ce milieu-là, parce que déjà, c'était quelque chose que j'adorais. Et puis aujourd'hui, bah, je continue à partager sur ce milieu-là, parce que c'est toujours ma passion. Et puis, du coup, c'est devenu mon expertise, en fait, tout simplement. C'est vraiment la compétence qui fait que je me démarque. Donc, c'est pour ça que tout est autour du loisir créatif. Je tiens à dire que quand même, ton bureau créatif, c'est le rêve de toute une vie. Non, mais vraiment. Moi, à chaque fois que tu le montres sur Instagram, je suis, oh mon Dieu, mais mon rêve. J'adore, déjà, je fais partie des gens qui adorent, tu sais, le rayon papeterie où tu peux acheter tout. Ouais. Mais Ah là, bah, tu vois que je suis un peu victime là sur mon mur. ouais. J'ai je les ai même pas compté, mais je dois avoir plus d'une centaine de feutres. Mais ouais. Non, mais c'est incroyable. En fait, je trouve que c'est hyper risqué parce qu'on ne penserait pas directement, tu vois, au DIY et au fait main, Ouais. etc. Alors oui, on entend beaucoup de décoration fait main, etc. Oui. Tous Ouais, les ouais. ateliers que toi tu animes et tout, c'est vrai que moi, vu de l'extérieur, je comprenais ce que tu faisais, mais ça restait quand même un peu flou parce que bah, c'est quelque chose que l'on ne voit que très peu, mine de rien. Ouais. Quels sont selon toi les avantages, en tout cas dans ton cas, de ce business de niche? Qu'est-ce que tu vois qui est avantageux par rapport aux autres dans le sens où, par exemple, tu vois, moi, je ne sais pas si j'avais eu le courage de me lancer en Ouais. me disant bah, en fait, je vois pas de concurrent. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est justement pas ma niche et du coup, je ne vois pas du tout de concurrence ou s'il y en a pas du tout, tu vas nous dire. Mais quels sont du coup les avantages de ton côté? Alors déjà, il y a de la concurrence, même malgré le fait que voilà, on est quand même dans une petite niche parce que le loisir créatif, c'est pas aussi important que la mode ou la nourriture ou la food, etc. Mais il y a quand même de la concurrence. Enfin, j'ai plein de collègues qui font des ateliers créatifs, qui font de la création de contenu, etc. Mais c'est vrai que ça reste quand même un petit milieu, donc on se connaît quasiment. Alors, je dis pas toutes, mais enfin, on a quand même. On sait qui tourne autour de nous. Alors pour moi, en fait, l'avantage de m'être nichée, déjà, c'était une évidence parce que c'était ce dont je savais, enfin, ce que je savais faire. Donc, c'était plus naturel pour moi d'en parler. C'est tout de suite plus facile de se nicher dans un domaine qui nous parle, en fait, et où on va pouvoir aborder le sujet d'une façon passionnée, d'une façon naturelle, parce que moi, je suis convaincue que la passion, en fait, ça te permet tout de suite d'apporter des messages beaucoup plus facilement. Et puis surtout, en fait, ça m'apporte une légitimité parce que aujourd'hui, une marque, eh ben, entre mon profil et quelqu'un qui va faire à la fois de la food, de la mode et du loisir créatif, bah, elle va forcément se diriger vers moi parce qu'elle Mhm. va dire, bah, elle fait que ça, donc elle est experte vraiment dans son domaine. Donc ça m'apporte vraiment ce côté, ouais, c'est vraiment, je suis légitime dans ce que je fais parce que je le fais depuis des années personnellement et maintenant je le fais depuis des années professionnellement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, je conseille toujours quand pendant mes accompagnements, quand je dis, bah, si par exemple vous cherchez une recette, vous arrivez sur deux sites internet, une nana qui fait de la mode, du loisir créatif et du coup des recettes, et une nana qui fait que de la pâtisserie, bah, sur quel site vous allez prendre votre recette? Forcément, vous allez le prendre sur la personne qui fait que de la pâtisserie parce que vous allez vous dire, bon, bah, elle doit quand même s'y connaître un peu. Enfin, c'est le but de son blog. Donc c'est un peu la même chose pour le business, en fait. Le fait de se nicher, ça permet d'avoir une image beaucoup plus marquée. Et puis les gens, en fait, ont besoin de te mettre dans une case, malheureusement, que ce soit pour tout, que ce soit dans l'influence pour un blog ou que ce soit dans le business. Les gens, quand tu les rencontres, ils ont besoin d'avoir limite comme un mot-clé Ouais. te reconnaître, tu vois. Et donc moi, bah, mon mot-clé, c'était ma niche, au fait, au final, parce que pour le coup, j'ai plein d'activités, parce que je fais à la fois création de contenu, community management, atelier, machin. Ça faisait quand même une bonne liste. Et ben en fait, ils me retenaient pas forcément sous ces domaines-là. Ils me retenaient sous le domaine, ben, elle est experte dans son domaine, dans les loisirs créatifs. Donc c'est vrai que forcément, ben, il y en a beaucoup en fait au final de marques de loisirs créatifs. Donc j'avais quand même beaucoup de clients au final. Et pour ceux qui ont peur un peu de cette niche, parce que tu sais, on se dit toujours, Mm. je vais me nicher, je vais me remettre dans une case et on va me considérer que pour ça. Moi, je peux vous le dire, Laura, je la suis depuis maintenant un petit moment, de loin. Je sais qu'elle adore Disney, je sais qu'elle adore les frères Scott, Ouais, etc. Il y a plein de choses de sa personnalité qui que se j'arrive greffe, à ouais. voir. Et pourtant, ça reste, tu vois, je sais que tu fais du loisir créatif, mais pourtant, je connais plein de facettes de ta personnalité Mm. qui, au final, font aussi un peu partie de ton business, mais ça fait plus partie de toi. Donc, il n'y a pas vraiment, toi, tu ressens pas forcément, tu te ressens pas dans une prison ou dans une cage où tu te dis, je ne peux pas communiquer de ça parce que ça ne fait pas partie de mon business. Tu as quand même une certaine liberté dans ta communication.
Ouais, totalement, parce que il y a personne aujourd'hui qui est défini par un seul sujet. On est tous composés de plein de passions. Alors, le loisir créatif, c'est ma passion dominante, mais à côté de ça, j'ai pas mal de, comme tu disais, j'adore Disney, j'adore les frères Scott, j'adore tout ce qui est un petit peu que tout ce qui touche à la photo, etc. Bah, après, c'est lié aussi à mon métier. Mais du coup, ouais, non, je me sens jamais enfermée parce que quand je communique bien sûr principalement sur les loisirs créatifs, mais j'ai tous ces sujets-là autour qui viennent se greffer. Et puis dans le business, j'ai pas du tout peur d'être enfermée parce qu'au final, y en a énormément des marques, même si on est dans une niche. Et puis moi, maintenant, je suis toute seule pour le moment, j'ai pas d'équipe. Donc au final, j'ai pas besoin de faire des chiffres d'affaires à 1 million d'euros. Donc c'est vrai que j'ai pas besoin en plus de travailler avec toutes ces marques. Après, c'est sûr que si j'évolue après par la suite, peut-être que je vais me trouver limitée par le nombre de marques. Mais là, en 6 ans d'entrepreneuriat, je me suis jamais retrouvée en rate de contrat ou je me suis jamais dit, oh là là, je suis enfermée. Je pense que le jour où je me dirais, je suis enfermée dans ce que je fais, bah, je changerai parce que, en fait, c'est que la passion, elle aura peut-être un petit peu disparu. Bon, ça fait 30 ans que la passion, elle est là pour le loisir créatif. Donc, je pense pas qu'elle va disparaître. En plus, maintenant, les tendances, elles évoluent toujours parce que, enfin, pour ceux qui connaissent, moi, j'ai découvert il y a quasiment 7 ans le bullet journal. Ça, quand j'étais ado, ça n'existait pas. Donc, je me dis qu'il y a bien d'autres trucs qui vont débarquer dans le milieu des loisirs créatifs plus tard. Donc, Ouais. ouais, il y a toujours des choses qui font que la machine, elle repart, en fait, au final. Ouais, mais du coup, ça vient vraiment d'une passion que tu ressens. Ouais, Et après, en c'est fait, ça. c'est un peu un métier passion qui est devenu tout ça et toutes ces casquettes. Et moi, c'est les profils que j'adore parce que justement, c'est quand on travaille avec passion que on donne tout. Et en fait, ça se remarque très, très rapidement dans ton parcours. Tu as tout donné depuis le début, en fait. Je trouve que c'est Mm. génial. Si tu avais quelques conseils à donner à une personne qui, justement, euh, est dans cette réflexion de construire un business de niche ou c'est déjà lancé, peu importe, et se dit, il faut que je me niche parce qu'en fait, je parle à tout le monde et je n'arrive pas. Mm. Quels sont, toi, tes conseils pour trouver un peu le chemin, la bonne niche, pour réussir vraiment à construire un peu ce que tu es en train de construire aujourd'hui, qui est devenir une référence dans ton domaine d'activité? Alors, déjà, en fait, la première chose, je le répète encore, mais ça va être de voir les domaines qui sont naturels, en fait, qui t'intéressent, qui te motivent, en fait. Parce que forcément, tu vas être beaucoup plus enclin à communiquer sur des choses que tu connais bien et que tu maîtrises bien. Donc, si par exemple, il y a un domaine en particulier qui ressort, donc ça peut être une thématique, mais ça peut être aussi une compétence en particulier qui ressort. Et ben, du coup, elle est plutôt nichée dans cette direction-là. Moi, je suis pas de la team à, par exemple, faire un benchmark de ce qu'il y a sur le marché et de se dire, bah là, il n'y a pas trop de monde, je vais aller là-dedans. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, oui, effectivement, tu auras peut-être trouvé un milieu où il n'y a pas beaucoup de monde, mais est-ce que tu vas pas être bloqué au bout d'un moment parce que finalement, c'était pas un sujet qui te passionnait plus que ça. Et donc, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux partir vers quelque chose qui va vraiment vous animer au quotidien. Même quand on est entrepreneur, ça reste du travail, donc il y a des matins où c'est dur de se lever. Et du coup, la passion, c'est pas magique, mais c'est le petit truc qui vous permet aussi de vous motiver un peu plus et qui vous permet de vous mettre au travail, en fait. Donc, vraiment, j'irai vers ce côté-là de la passion, de ce qui t'anime. Et puis, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple en termes de communication parce que bah, quand tu parles à plein de monde à la fois sur les réseaux sociaux, bah, au final, tu parles à personne. Donc, déjà, c'est la première chose. Et puis surtout, toi, en termes de message, ton message, il est beaucoup plus clair parce que c'est beaucoup plus clair pour toi aussi, parce que tu es vraiment enfin, tu as vraiment défini en fait les limites de ton expertise et tes compétences, quoi. Ouais, il faut vraiment beaucoup s'écouter au-delà de tous les conseils que les gens vont trouver sur Internet. Et nous, on donne Ouais. aussi souvent des conseils, etc. Mais là, vraiment, quand on... Et moi, je le dis tout le temps, quand on est dans une phase où on veut développer son business, où on veut se lancer, où on sent qu'on n'est pas au bon endroit ou au bon moment, il faut s'écouter, il faut être hyper, hyper égoïste à ce moment-là et se dire, Mm. en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Et se détacher complètement du regard des autres parce que toi, en plus, c'est un métier hyper créatif. Enfin, tu es vraiment ça s'appelle loisir créatif. Donc, les gens, à un C'est moment, ça. ont pu ne pas te prendre au sérieux pendant un moment. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des jugements ou des critiques ou des remarques par rapport à tout ce que tu étais en train de développer? Ben alors c'est pas forcément, alors j'ai jamais eu des personnes vraiment très malveillantes, mais il y a toujours ce truc de ouais, mais bon, toi tu t'amuses, quoi, tu fais du loisir créatif. Quand j'étais vraiment en mode création de contenu, où j'ai des tutoriels toute la journée, où je préparais des ateliers créatifs, bah c'est sûr que c'est trop l'éclate parce que quand je prépare mes protos, je peux me mettre un film en fond. C'est des conditions de travail qui sont vraiment chouettes, mais il n'en reste que c'est du boulot derrière parce qu'après il y a toute la partie communication, etc. Je pense que maintenant, de plus en plus, surtout que moi je suis très pour tout ce qui est backstage,
backstage. Donc, j'adore partager mon quotidien. J'adore faire des vlogs sur YouTube où je fais vraiment en mode 24 heures avec moi ou ce genre de choses, où je montre l'envers du décor et puis aussi casser le mythe que l'entrepreneuriat, c'est génial, mais c'est pas tout rose tous les jours. Donc, je pense qu'à force, les gens, ils commencent un peu à visualiser que oui, effectivement, surtout les personnes qui sont salariées aujourd'hui, qui sont pas du tout bien dans leur boulot et qui ont envie d'aller vers cette vie entrepreneur, surtout dans le loisir créatif en plus, où il y a le côté vraiment cœur, en fait, manuel. Il y a quand même ce truc où les gens commencent à se rendre compte que c'est pas forcément facile tout le temps, il faut se faire sa place, il faut, comme tu dis, que l'image, la crédibilité, elle soit là, parce que étant donné qu'on est sur comme pour tout ce qui est mode, beauté, etc., on peut paraître que c'est un peu futile les loisirs créatifs, mais au fait, au final, ça sert à plein de monde, ça permet, enfin, il y a tout ce qui est développement personnel, je vais pas revenir là-dessus, mais tu as tout ce qui est de avoir réussi à faire quelque chose de tes mains, enfin, il y a vraiment tout un côté bien-être. Et ouais, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des personnes qui se disent, bon, c'est pas très sérieux, mais jamais par contre du côté des marques, parce que les marques, elles sont déjà là-dedans, donc elles sont dans le même milieu que toi. Donc de ce côté-là, j'ai jamais pas été pris au sérieux. Dans le milieu, c'est plutôt ouais, les gens extérieurs, par exemple les abonnés à mon blog ou à ma chaîne YouTube, qui parfois peut-être avaient des mots en disant, c'est pas vraiment du travail. Mais au côté, en tout cas, professionnel, non, parce que enfin, en fait, il y a des personnes qui font ce que je fais en tant que salarié dans des entreprises au final. Donc, Ouais, dans exact. ce milieu-là. Mais du coup, en fait, même post-pandémie, toi, tu as ressenti une énorme différence parce qu'effectivement, là, tu viens d'évoquer un point que j'avais jamais pensé. C'est qu'effectivement, quand tu fais quelque chose de tes mains, il y a quand même un travail de développement personnel derrière, où il y a une décharge de stress, etc. Il y a vraiment, Mm. en fait, tout un... Et en fait, je me dis, en fait, après Covid, c'est vrai que mine de rien, toutes les activités manuelles se sont énormément développées. Mais Euh, même pendant Covid. ouais, mais Parce que dis-toi que, alors, j'étais contente d'avoir trouvé ce contrat de community management parce que je me dis, j'ai mon salaire qui va enfin augmenter. Et en fait, j'ai signé mon contrat en mars 2020, genre une semaine avant que tout soit fermé, tout ça. Et en fait, j'ai perdu toute mon activité atelier créatif, donc ça a pris le relais. Et en fait, ça a été une grosse activité parce que c'était une marque de loisirs créatifs. Et en fait, elle me demandait énormément de tutoriels pour occuper les enfants à la maison. Parce que tu avais tous les parents qui étaient coincés avec leurs enfants chez eux et qui étaient en mode, il faut qu'on trouve des activités à faire à la maison. Et bien souvent, les activités à faire à la maison, autres que les jeux de société, les jeux vidéo et la télé, ça va finalement vite aller vers le créatif. Et d'ailleurs, tu le vois quand tu as des enfants en bas âge, maternelle, les crèches, etc. Tu fais du loisir créatif. Enfin, ouais. en fait, au final, c'est vachement présent dans la vie de tous les jours. Et il y a même des gens, je suis sûre, font des activités qui ne considèrent pas ça comme du loisir créatif, qui en sont au final. Donc, en fait, c'est vachement présent. Tu vois, Ouais. tu customises un truc dans ta cuisine. Par exemple, en ce moment, on voit plein sur TikTok des nanas qui customisent leur pot à épices pour faire un joli rangement. Ça, au final, c'est du loisir créatif, c'est du do-it-yourself, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, le do-it-yourself, c'est faire soi-même. Donc, tu fais Ouais. tes produits ménagers, tu fais ta lessive, c'est du do-it-yourself. Donc, en fait, c'est dans la vie de beaucoup de personnes, finalement, sans s'en rendre compte, Ouais, au ça, final. exact. Et du coup, Ouais, tu ouais. expliquais que du coup, tu es devenu community manager, etc. Ouais. Euh, mais au-delà de ça, comment tu fonctionnes en termes de business? Comment les gens viennent à toi? Est-ce que les gens te trouvent grâce à ton contenu qui est du coup très ciblé, etc. Et du coup, les gens se disent qu'ils veulent travailler avec toi et ils veulent développer une collaboration? Ou est-ce que c'est toi qui fais de la prospection à côté? Ou est-ce que tu n'as pas du tout eu besoin de faire de la prospection et les gens viennent à toi à travers ta chaîne YouTube, à travers ton blog? Comment ça se passe aujourd'hui au sein de ton business, justement, parce que je sais que la question numéro un, donc je vais la poser, comment tu Ouais. trouves tes clients Comment je trouve euh, mes clients, ouais. exactement en business, comment ça se passe un peu de ton côté? Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes et en fait, toutes ces casquettes, elles se renvoient les clients les unes les autres. Et en fait, mon blog, si tu veux, c'est comme une première vitrine. Et il y a tout ce côté où moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance parce que j'ai jamais eu l'impression de prospecter. Parce que, en fait, il y a ce côté personal branding où, au début, en fait, mon blog et ma chaîne YouTube, c'était vraiment pour le fun, voilà, c'était vraiment pour le partage. Mais en fait, ça a commencé à me créer une crédibilité. Alors que ce soit auprès de mes abonnés, parce que petit à petit, elles m'ont vu évoluer dans mon parcours entrepreneurial. Et donc, maintenant, quand je fais de l'accompagnement, ces personnes qui ont vu tout ça, et Mm. quand j'ai parlé sur ma chaîne YouTube, dans mon vlog, en disant je vais peut-être lancer des accompagnements, et que derrière, j'ai reçu 6 mails en disant moi, si tu te lances dans des accompagnements, je suis intéressée, parce qu'elles me connaissaient déjà. Et à l'inverse, pour ce qui est des marques, et en fait, toutes les marques avec lesquelles je collaborais pour mon blog, quand je me suis lancée côté professionnel avec tout ce qui était création de contenu, etc., en fait, j'ai juste eu besoin de reprendre ma base de données des marques avec lesquelles. Alors après, j'étais
très organisée dès le début. J'avais déjà, tu vois, ma base de données avec les marques avec lesquelles j'avais travaillé en leur disant eh oh, ben, je vous avais envoyé mon kit média pour mon blog, ben maintenant je vous envoie mon kit pro parce que je me lance dans telle prestation, telle prestation. N'hésitez pas. Donc aussi au final, c'est un petit peu de prospection parce que j'ai quand même eu ce besoin de me mettre en avant en disant, Mhm. parce que si les marques, tu leur dis pas que tu es disponible pour faire ça, Ça elles part. vont pas le deviner à moins que vraiment tu en parles sur tes réseaux sociaux. Et à l'époque, j'en parlais pas sur mes réseaux sociaux. Donc c'est important de quand même montrer ce que tu fais. Et même de temps en temps, ça m'arrive aujourd'hui quand j'ai des trous dans mon emploi du temps de renvoyer un mail en disant, si jamais vous avez un projet et que vous avez besoin de renfort, n'hésitez pas, j'ai des dispos ce mois-ci. Ça m'arrive de relancer comme ça. Mais en soi, étant donné que j'avais déjà établi une base de données avec, en tant qu'influenceuse, entre guillemets, je Ouais. déteste ce mot, mais bon, ça c'est Oui. autre chose. Et bah, du coup, j'avais déjà ma base de données client quand il a fallu. Et du coup, cette première base de données, je dirais, en tant que blogueuse, on va dire blogueuse, parce que je préfère le nom. Ouais, ça c'est plus simple. Ouais. Ouais, exactement. Toi, tu avais déjà fait des démarches de prospection ou pas du tout? C'était des gens qui étaient venus à toi par bouche à oreille, etc. Comment cette première base de données-là s'est conçue? Alors, à l'époque, quand j'ai lancé mon blog, donc du coup, c'était en 2015, c'était encore l'époque enfin, la grande époque des blogs. Il y avait Hello Coton, je sais pas si Ah ça te parle, ou ouais, genre, quand tu étais en maudit. une Hello Coton, tu étais Ah assuré ouais, d'avoir des commentaires sur ton blog et plein de visites. Enfin, c'était le grave. Graal, tu vois. J'adorais le coton. Je suis tellement triste qu'ils aient fermé la plateforme parce que vraiment, seuls les anciens d'Internet Ouais. peuvent savoir. C'était incroyable. Ouais, ouais, et donc du coup, il y avait ce truc aussi où, bah, en fait, les marques, si elles voulaient te trouver, c'était simple parce que bah, je sais qu'il y avait plein de marques qui consultaient Hello Coton et du coup, qui est dans la catégorie Do It Yourself, bah, ils avaient juste à aller chercher là pour trouver des nouveaux profils. Et puis à l'époque aussi, ben, voilà, les blogs, ça se démarquait facilement dans Google ou ce genre de choses. Donc en fait, ils tapaient blog DIY et je sais que mon blog remontait assez facilement à cette période-là. Donc en fait, facilement, moi, j'ai toujours eu, enfin, le syndrome de l'imposteur, je l'avais. Maintenant, ça va de mieux en mieux. On s'en en guérit, mais à cette époque, il était énorme. Où j'allais dire, mais je vais pas démarcher des marques. Moi, j'ai rien, je viens de me lancer. Mm. Qu'est-ce que j'ai à apporter et tout. Donc, au début, c'est vraiment les marques qui sont venues vers moi. Et dis-toi que, enfin, j'ai lancé mon blog en novembre 2015 et déjà en mai 2016, j'ai fait ma première participation à la foire de Paris parce qu'ils m'avaient contacté pour faire une vitrine, tu vois. J'étais Incroyable. dingue à l'époque, me dire, waouh, mais j'ai ma vitrine à la foire de Paris. Alors, j'ai fait plein d'erreurs sur ce salon, mais ça m'a permis de corriger pour les fois suivantes. J'avais mis zéro affiche, zéro flyer, on ne savait pas qui j'étais au final, donc ça m'a rien apporté en termes de visibilité. Mais ouais, donc en fait, finalement, c'était vraiment par référencement naturel que les marques m'avaient trouvé au final. Parce que même à l'époque, même mon Instagram, c'était un Instagram personnel. J'avais commencé tout doucement à le transformer en mon Instagram de blog, mais il a fallu quand même un peu de temps pour que ce soit identifié comme Ouais, mon Instagram. Ouais. ça a été vraiment. J'ai eu la chance aussi de me lancer à une époque où la visibilité faisait que aujourd'hui tu lances un blog, c'est possible, mais tu auras moins ce boost de visibilité comme il y avait à l'époque. Ouais, exactement. C'est vrai que moi, je le dis tout le temps, le référencement naturel, aujourd'hui, ça prend du temps. Mm. Après, effectivement, en fait, là, c'est même Google qui met des barrières, c'est-à-dire que si tu crées ton site internet, la première année, il ne sera pas référencé Et et ouais. il y a beaucoup de difficultés après à le faire indexer et c'est que après que Google te fait confiance. Et j'aime bien, je me permets juste parce que du coup, quand tu parles de ça, ça me fait penser un peu à un café entre potes, tu vois. Tu bois un café et en fait, il y a une personne que tu ne connais pas. Et ben cette personne-là, tu vas pas lui faire confiance directement, tu vas sympathiser avec elle, ça Exactement. va être sympa, mais il va falloir que tu crées un lien avec elle. Et ben Google, aujourd'hui, avec les sites internet, il fait exactement la même chose, vu qu'il y a eu tellement de sites Mm. qu'aujourd'hui, il est obligé de filtrer et de voir qui est fiable ou non. Mais du coup, toi, c'est vrai que tu crées quand même beaucoup de contenu, tu fais partie de la catégorie des gens qui créent beaucoup de contenu, notamment sur ton site internet qui aujourd'hui, effectivement, est très bien référencé. Quelle est la place que tient aujourd'hui ta création de contenu? Comment tu t'organises, que ce soit autant pour ton personal branding, puisque Ouais. il y a de quoi faire également, mais également, par exemple, pour tous tes business en termes d'agence, de formation, enfin, pardon, pas agence, mais en tant Oui. qu'accompagnatrice. J'ai eu un passage agence, donc tu peux Ouais, dire agence, parce ouais, qu'effectivement, à un moment, je me suis définie comme. Bah, justement, quand on Mm. parlait tout à l'heure du côté vision un peu professionnelle, il y a un moment, quand j'ai commencé à créer justement le côté Your Bright Side, je me suis dit, il faut que je parle en tant qu'agence, il faut que je dise nous pour que les gens me prennent au sérieux, etc. Et en fait, j'en suis revenue parce qu'aujourd'hui, je dis je, et aujourd'hui, bah, ça s'appelle plus agence YBS, ça s'appelle Laura YBS. Donc, ouais, j'en suis revenue de ce côté D'ailleurs, agence, mais j'ai eu un passage. ouais, parce que du coup, je me souviens qu'effectivement, tu avais une agence, on en avait parlé toutes les deux.
ce retour en arrière-là, retour en arrière, mais du coup, cette prise de conscience de il faut que je dise je et pas nous, j'en profite. Est-ce que tu as senti que ça avait eu une grosse différence, toi, dans tes contrats avec les clients, dans ta communication? Parce que c'est vrai que généralement, tu vois, quand on est freelance ou quand on est à son compte, on se dit toujours l'étape d'après, c'est de créer une agence. Est-ce que toi, tu as ressenti quand même que ce terme agence-là t'avait mis quand même quelques freins? Bah, du coup, ça m'avait mis des freins, moi, dans ma communication parce que j'avais vraiment ce côté où je parlais de tout sur mes réseaux sociaux influence. Et puis, sur mes réseaux sociaux pro, c'était vachement lisse, vachement carré. Je devais parler que des trucs professionnels. Enfin, et du coup, en fait, j'avais même perdu l'envie de partager sur ces réseaux sociaux-là parce que c'était trop carré. En fait, ça correspond pas à ma personnalité parce que bah, je suis quelqu'un d'assez... Enfin, je pense que tout créatif est assez débordant de voilà, moi j'essaye toujours d'être de bonne humeur. Bon, ça arrive à tout le monde d'être de mauvaise humeur, mais j'essaye toujours d'être positive, etc. Et j'avais ce côté où je pouvais pas trop, alors pas partir dans tous les sens, mais faire une story en disant et coucou Insta, bah, je me voyais pas le faire sur mes réseaux pro parce que je me dis, mais je dis agence, dis nous, ils vont me prendre complètement pour la folle de service à faire des stories en mode comment vous allez, machin et tout. Donc au final, au bout d'un moment, et ben, petit à petit, le coordonné le plus mal chaussé, j'ai quasiment plus communiqué sur mon Instagram pro. Et en fait, j'avais mis quelques posts en mode vitrine et puis c'était tout, quoi. Mais il était complètement à l'arrêt, mon Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, il a redémarré que récemment parce que là, j'ai épuisé, entre guillemets, le nombre de clientes qui, naturellement, via mon YouTube, sont venues me voir. Et il faut que je commence à Ok. un petit peu recommuniquer, ouais. Et du coup, cette communication, elle se fait bien entendu à travers du contenu. Du coup, je reviens à ma question. Oui. Quelle est la place de ton contenu aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que tu en produis beaucoup ou tu en produis quand tu en as envie ou tu as un calendrier avec une stratégie? Comment ça se passe de ton côté dans ton business par rapport à ça? Alors, donc comme je disais, j'ai relancé il y a tout juste quelques semaines mon Instagram pro. Donc là, par contre, pour mon Instagram pro, j'ai vraiment un planning de contenu. Là, tu vois, j'ai bossé sur tous mes contenus de mars. J'ai mon planning qui est tout établi pour le mois de mars. Et donc, en chaque fin de mois, je travaille sur le planning du mois suivant. Ça permet de ne pas être débordé parce que le problème, c'est que étant donné que j'ai toujours des clients en community management et puis parfois de la création de contenu qui s'ajoute, je sais jamais en fait dans mon mois les disponibilités que je vais avoir. Donc, je préfère en fait que tout soit prêt pour Mhm. éviter le côté, ben, je vais publier demain et puis le lendemain, tu as un nouveau truc à faire. Je dis, bon, bah, je publierai le lendemain et au final, il y a des semaines qui passent où tu publies rien. Donc, j'ai tout un processus où je fais beaucoup de... Alors, comme beaucoup de personnes, je procrastine énormément sur les réseaux sociaux, quand je vais sur TikTok, quand je vais sur Instagram. Donc, ce que j'essaye pour que ce moment il soit quand même un peu bénéfique, c'est que j'essaye toujours de faire un petit peu de veille active. Quand je vois des contenus, je me dis toujours, bon, ça, comment je pourrais peut-être l'adapter pour donc, soit The Bright Side, donc mon côté influence, soit pour Your Bright Side, le côté pro. Et donc, à la fin du mois, j'ai dans mon portable des captures d'écran, des TikTok qui sont enregistrés ou alors enregistrés sur les réseaux sociaux. Et je vais faire un tour sur tout ça. Je mets tout ça dans des fiches sur Notion. Notion, ma grande passion. Je trouve ça top pour s'organiser. Et après, je prends ces fiches pour du coup organiser mon planning du mois et passer à la création de contenu. Alors, c'est vrai que du côté pro, il y a beaucoup de contenus qui sont maintenant, bah, c'est très tendance en plus, tu sais, des contenus un peu style Canva où c'est des trucs préformés où forcément tu n'apparais pas en photo ou voilà. Et puis, je me suis découvert une passion pour tout ce qui était Reels et tout, un peu. Tu sais, quand on enregistre des playbacks et tout, je trouve ça tellement chouette. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu de ça de côté création de contenu. Et puis, par contre, du côté influence, c'est vraiment l'inverse. C'est plus au feeling, étant donné que je pars du principe que vraiment le côté The Bright Side, c'est redevenu un hobby. Là, en ce moment, c'est vraiment, enfin, sur mon business, au final, c'est de l'argent de poche. Enfin, c'est peut-être 2 à 3% de mon salaire parce que c'est vraiment redevenu un hobby. Donc là, c'est vraiment au feeling. C'est quand j'ai le temps, quand j'ai envie de faire une publication, quand je vois un truc qui me plaît, etc. Même si j'essaye d'avoir un truc avec des rendez-vous un peu fixes, c'est rare quand même que je les respecte. J'adore t'entendre dire que tu crées du contenu pour du hobby. Parce que c'est vrai que le contenu, généralement, c'est un peu vu comme une tare et c'est un peu Ouais, bas de dire que en fait, la création de contenu, il y a tellement de formats qu'on peut forcément trouver le format qui va nous plaire et trouver mm, un peu le truc qui va nous faire kiffer. Et il faut absolument pas du tout le voir comme un ennui ou comme il faut absolument être sur Instagram, etc. Et j'adore ouais. que ton côté influence, tu le fasses un peu genre à l'instinct et que tu le fasses quand on a envie, en fait. Et du coup, ça se ressent beaucoup dans ta création de contenu et même dans ta communication. Ça se voit, en fait, que tu es hyper authentique. Et c'est d'ailleurs une des choses que je t'ai dit, je crois, une des premières fois Ouais, qu'on discutait ensemble. C'est incroyable, tu es la même en story qu'en message privé. Parce qu'en fait, c'est vraiment
c'est cette authenticité qui, je pense, fait toute la différence en communication. Et c'est vrai que ben, c'est pas toujours le cas. Et ça se ressent beaucoup dans ta manière dont tu vas communiquer, etc. Ça fait aussi partie de ton processus de création, de te dire, je le fais au feeling, je le fais avec envie et je parle un peu de ce que je veux. Bah, au final, de se mettre en scène, etc., bah, ça prend du temps au final. Donc, enfin, moi, je trouve ça prend du temps et de l'énergie. Il n'y a rien de mieux que d'être naturel parce que finalement, ça te prend aucune ressource, c'est juste toi. Et donc, c'est vrai que, alors, pour faire quand même continuer à faire vivre The Bright Side, c'est important que je crée du contenu. Donc, il y a des fois où faut que je me pousse un peu à créer. Mais la plupart du temps, je vais aller créer ce que j'ai envie, donc que ce soit du bullet journal ou alors j'ai un petit format qui est le jeudi DIY où tous les jeudis, je fais un live do it yourself. Ça, pareil, tu vois, c'est pas normalement ça doit être tous les jeudis, ben je le fais pas tous les jeudis, ben en plus avec mon emploi du temps de maman maintenant ça a changé, mais ouais, j'essaye toujours quand même qu'il y ait ce côté en fait les réseaux sociaux pour moi de base je les vois comme un truc fun, donc si tu viens poster juste parce qu'il faut poster, ça va se ressentir et les gens en fait ils vont pas adhérer parce qu'ils vont avoir ce côté de ça va forcément au bout d'un moment transparaître le côté où tu es forcé de le faire quoi. Ouais, Donc ah, ouais. c'est vrai. Faut trouver, comme tu dis, je pense qu'il faut trouver son format. Et une fois qu'on a trouvé son format, voilà, l'exploiter, l'utiliser. Après, en plus, aujourd'hui, ça sert à rien de publier tous les jours sur les réseaux sociaux, au contraire. Donc, au pire, l'important, c'est d'avoir quand même être régulière, avoir au moins un post par semaine. Si vraiment la création de contenu, c'est dur, mais au moins d'avoir toujours ce post-là. Et puis après, maintenant, les stories, c'est facile à animer. C'est ce que je dis pendant mes accompagnements. Tu peux faire une story de ton café le matin, demander à ta communauté comment elle va, faire une petite story pour expliquer un petit truc que tu fais pro, un backstage. Enfin, maintenant, en plus, les stories, je trouve que c'est un format qui est quand même assez facile et qui est finalement Instagram, c'est une plateforme qui est très lisse pour tout ce qui est feed, mais je trouve que pour tout ce qui est story, c'est hyper spontané. Donc, et puis ça reste que 24 heures. Au pire, tu fais un truc pas ouf, dans 24 heures, ça disparaît, quoi. Ouais, c'est incroyable. Mais tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant parce que malgré toutes les casquettes que tu peux avoir, en fait, tu es toujours très, très niché, en fait, mine de rien. Oui, Mais c'est pour toujours. ça que tu sais que quand j'ai réfléchi à cette thématique-là du business de niche, parce que je suis fervente également et je suis convaincue que c'est ce qui va marcher dans le futur, j'ai directement pensé à toi parce que c'est vrai que mine de rien, en fait, dans toutes tes sphères, l'atelier créatif est vraiment partout, 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 partout. Mm. Est-ce que tu arrives quand même à avoir une certaine différence en termes de branding, en termes d'identité entre chacune d'entre elles? Est-ce que tu essayes d'en avoir une ou pas du tout, tu fais vraiment au feeling? Ou est-ce que tu arrives, enfin, tu essayes quand même de scinder tous ces pôles parce que tu me disais qu'effectivement, ils se répondent entre eux, Mm. mais quand Oui. une personne ne te connaît pas, est-ce que obligatoirement elle va tout découvrir de toi et du coup elle va découvrir toutes ces casquettes ou il va falloir qu'elle cherche un petit peu comment ça se passe de ce côté-là? Alors du coup, bah, pour le coup, j'ai eu les deux. Parce que là, aujourd'hui, c'est séparé. Il y a deux identités visuelles, il y a deux brandings. Alors, les messages, ça reste à peu près les mêmes parce que c'est moi sur les deux plateformes. Donc, j'ai pas une Laura business et une Laura influence. C'est la même Laura de partout. Mais il y a quand même deux identités visuelles bien différentes, ce qui n'était pas le cas au début. Au début, alors quand je dis c'était il y a 4 ans à peu près, quand j'ai commencé à faire de la création de contenu, etc., j'avais commencé à communiquer sur l'Instagram de mon blog. Et Ok. donc, du coup, dans mes stories à la une, j'avais à la fois des stories à la une pour les marques, des stories à la une pour mes abonnés. Parfois, dans mes stories, je passais des messages pour les marques et parfois pour mes abonnés. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas la bonne chose à faire parce qu'il y avait la moitié du coup des stories qui n'intéressaient pas un public et vice-versa. Et donc, c'est là où j'ai commencé à scinder. C'est là, à l'époque, où j'ai ouvert du coup l'agence YBS, mon compte Instagram pro. D'ailleurs, si on remonte dans mon feed, j'ai tout laissé, c'est tout là. Donc, on voit vraiment la différence entre l'avant agence et maintenant Laura avec tout ce qui est formation. Et ouais, vraiment, c'est séparé. Et du coup, il y a forcément, tu sais, le petit nom dans mes bios. Donc, en fait, tu peux aller de l'un vers l'autre. Mais c'est vrai que je ne vais pas forcément parler de ce que je fais professionnellement. En fait, du coup, maintenant, vu que c'est bien séparé, je considère que quand je parle sur ma plateforme, je parle loisirs créatifs. Quand je parle sur The Bright Side, je parle loisirs créatifs. Je parle vraiment à mes abonnés. Et que si jamais vraiment les gens veulent en connaître un peu plus sur mon métier, sur ce que je propose, mes offres, de temps en temps, je le redis. Je dis, j'ai un compte pro. Parce que ça permet quand même aux gens, on dit qu'il faut répéter les messages 7 fois avant qu'ils soient entendus. C'est vrai. Donc, de temps en temps, ça m'arrive, aller peut-être 1 à 2 fois par mois de dire, j'ai mon compte pro si vous voulez en savoir plus, mais je vais pas tous les jours communiquer sur mon compte pro. Et pareil, sur mon compte perso, là, pour le coup, ouais, il doit y bien y avoir le The Bear Side dans ma bio, mais par contre, ça, en story, j'en parle pas du tout de mon Ok. côté influence. Sachant que j'ai fait une story la semaine dernière pour savoir d'où venaient les gens, et les 3 quarts des gens venaient de The Bright Side, donc venaient de mon profil influence.
Ok, mais du coup, aujourd'hui, quelle est, selon toi, hein, bien entendu, la plateforme qui te ramène le plus de résultats pour ton business? Et est-ce que tu sens que c'est en train de changer actuellement ou si ça a toujours été comme ça et tu sens que c'est là où tu dois mettre un peu toute ton énergie? Pour moi, c'est Instagram, même si il y a eu l'arrivée de TikTok, tout ça. Pour moi, TikTok, ça reste encore une communauté un peu pour te montrer. Mais au final, les gens, si jamais tu veux les convertir, il faudra toujours qu'ils passent par Instagram. Ok. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, mais on l'a vu, il y a eu ça m'a fait trop rire ça. Il y a eu des meet-up aux États-Unis avec des créateurs TikTok. Ouais. Et en fait, des gens qui avaient des millions d'abonnés sur TikTok et qui, à leur meeting, enfin, à leur meet-up, ils avaient 300 personnes. Hmm. Parce qu'en fait, il y a ce truc sur TikTok où tu suis les gens, mais c'est tellement du... Tu vas tellement vite que tu t'attaches pas forcément à une personnalité. Et souvent, quand tu t'attaches à une personnalité, bah, tu vas aller la suivre sur Instagram. Donc pour moi, Instagram, c'est vraiment la plateforme que je préfère favoriser et qui me rapporte le plus de résultats. Parce qu'au final, quand j'ai lancé mes accompagnements, quand j'ai lancé mon blog, enfin, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était toutes des personnes qui venaient d'Instagram, quoi. Ok. Et du coup, Il y a toi, vraiment eu ce truc... Pardon. non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais dans ton cas, toi, surtout dans ta niche, tout ce qui est Pinterest, t'as jamais ressenti que ça avait eu de l'influence par rapport à ton site Si. internet ou quoi? Est-ce que Ouais. tu as ressenti des résultats par rapport à cette plateforme? Alors, par contre, ouais, côté blog, Pinterest, c'est mon trafic numéro un. Donc, clairement, c'est vraiment une plateforme à considérer. Mais je l'utilise principalement pour tout ce qui est, du coup, ce que j'appelle aujourd'hui mon hobby, quoi. Parce que sur Pinterest, je partage que des tutos, que je partage que les liens vers mes vidéos YouTube ou mes articles de blog. Mais sur Pinterest, je vais pas venir faire la promotion de mes accompagnements ou de mes templates. Ce que j'ai tort parce que ça fonctionne très très bien. Là, j'ai la chance depuis le début de l'année d'être accompagnée en plus par Pinterest. Et dans leur accompagnement, ils me le disent qu'il y a possibilité quand tu vends un e-book, de le mettre en avant sur Pinterest, etc. Donc, ouais, j'ai pas encore de site internet pro, donc ça, c'est quelque chose qui va arriver cette année. Et donc, ouais, clairement, je considérerais Pinterest. Mais Pinterest, c'est plus, je le vois plus comme ouais, un générateur de trafic que plus. J'ai vraiment ce côté personal branding qui ressort beaucoup. En fait, au final, pourquoi on me choisirait moi par rapport à quelqu'un d'autre si on a la même formation, ça va Hmm. être notre personnalité qui ressort. Et c'est pour ça que j'aime bien le côté challenge gratuit, etc. Quand les gens lancent des formations, parce que moi, j'ai besoin de voir si d'abord j'accroche avec la personne avant d'accrocher avec son contenu, parce que quand tu as un accompagnement, il faut que tu sois à l'aise avec la personne. Et donc, du coup, il y a le personal branding qui ressort beaucoup. Et je trouve que sur Pinterest, c'est pas encore le cas. Enfin, tu peux pas forcément. Il y a pas. Moi, j'adore les stories. Enfin, en plus, je suis une pipelette. Donc, forcément, les stories Instagram, je trouve que c'est le meilleur pour faire partager qui tu es. Donc, ouais, Instagram, c'est quand même mon petit chouchou. Et c'est pour ça que j'étais triste à chaque fois qu'il y a des mises à jour où c'est pas du tout pour les utilisateurs, où tu as les feeds qui partent en live, ou les photos qui sont diminuées en visibilité. Enfin, trop Ouais. dommage, mais parce que c'est une plateforme que j'adore et j'ai peur de vers là où elle va, en fait. Ben, en fait, moi j'aime ta vision parce que même si tu fais partie du digital, et bon, ça se voit aussi par rapport à ta niche, etc. Il y a quand même pas mal de présentiel, mais en fait, tu mets toujours l'humain avant tout dans ta communication. Ouais, Et c'est aussi un peu le choix de ta niche, mine de rien, c'est et de oui. divertir l'humain, de l'accompagner, etc. Et je trouve que c'est une belle conclusion de cet épisode de podcast pour être sûr, en fait, que quand on fait les choses, ben, il faut aussi que ça soit en lien avec ben, notre personnalité et ce qu'on aime dans la vie. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils et pour tout ce retour d'expérience que je suis convaincue que ça va beaucoup, beaucoup résonner auprès des gens. Quels sont tes projets pour cette année? Quels sont les éléments? Est-ce que tu vas avoir des lancements? Comment les gens peuvent bah, te contacter ou travailler avec toi? Comment ça se passe un petit peu au niveau de ton business? Alors ouais, au niveau du business, la 2023, c'est une grosse année, beaucoup de travail de fond parce que du coup, j'ai fait pendant tout 2022 des accompagnements individuels et ces accompagnements, je les transforme en formation. Donc Ok. une formation que tu vas pouvoir suivre en autonomie. Donc après, comme d'habitude, il y aura le format avec le coaching de groupe ou alors vraiment individuel. Et du coup, ça va sortir au mois d'avril, donc très prochainement. Mhm. Donc là, c'est une formation, tu sais, le type de formation qu'on fait sur 3 mois. Et surtout, je travaille sur un co-living parce que bah, on en revient à l'humain. Moi, j'ai toujours ce côté où j'ai besoin aussi de parler aux gens et pourquoi pas de les voir en vrai. Donc, Mhm. en fait, j'organise un co-living là à l'automne. Ça va être au mois de novembre. J'ai pas encore tous les détails, mais ça va être cette formation, en fait, en express, en concentré sur 5 jours, pour les personnes aussi qui n'ont pas le temps aujourd'hui, parce que faire une formation de 3 mois, ça prend du temps. Donc, qui ont besoin de... Voilà, et puis qui ont besoin d'avoir quelqu'un derrière eux, parce qu'on le sait, les formations, on les commence, on est trop motivé, et puis 15 jours plus tard,
Si tu as Ouais. personne qui est derrière toi, c'est un peu compliqué. Donc là, avec ce co-living, en 5 jours, tu sors, tu as ta formation qui est acquise et tu as eu tous les exercices faits. Et Mm. puis au moins, tu as passé du temps avec des entrepreneurs et ça, c'est plus enrichissant en fait. Exactement. L'humain, encore une fois, au milieu Grave. de tout ce que tu fais, c'est incroyable. Mais de toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode. Comme ça, vous pourrez tout retrouver. Et n'hésitez pas à envoyer un message à Laura. Je suis sûre que déjà, de un, elle vous répondra. Mais je suis sûre Avec grand qu'en plaisir. plus de ça, elle va vous accueillir avec beaucoup de bonne humeur. Donc, n'hésitez pas C'est à aller gentil. voir tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, Laura. Et je te dis Bah, à merci à toi. C'était vraiment un plaisir et puis je suis ravie d'avoir participé à cet épisode avec toi. trop gentil. Merci.